Merci, Monsieur le Président, Monsieur le modérateur. Je voudrais passer par la case des remerciements à mon tour, de remercier la FORSCA et de remercier son président qui arrive, le Dr Gmira, pour son amitié et tout le staff pour l'amitié qu'ils me font et l'accueil toujours aussi chaleureux, avec une pensée aussi pour mon ami le Dr Cheb. En concertation avec Dr Gmira, on a essayé de choisir un sujet fédérateur et on est tombé d'accord sur l'otite ou les otites. Je vais démarrer mon timer parce qu'en 30 minutes pour parler de toutes les otites, ça va être un challenge. Et je voudrais aborder avec vous ce sujet d'une manière un peu différente de ce qu'on a l'habitude de présenter dans les pathologies, de faire une introduction et quelque chose de collégial, plus académique. On va aller chercher quelques controverses et surtout arrêter des confusions qui se sont installées, mais qui sont installées depuis très longtemps, parce qu'on nous a toujours parlé des otites. On nous a dit il y a les otites moyennes aiguës, les otites séromuqueuses et les otites chroniques, et chacune est dans son entité. Alors, si je devais faire une introduction et vous poser une question et vous faire voter à main levée, je vous demanderai, est-ce que pour vous, il y a une différence ou il y a une liaison entre une otite moyenne aiguë, une otite séromuqueuse et une otite moyenne chronique? Je suis sûr que peut-être qu'on va être partagé, mais pour gagner du temps et ne pas passer au vote, je vais vous dire un peu le fil conducteur de ce que je vais dire pendant 30 minutes. Est-ce qu'il y a une relation entre les otites moyennes aiguës, les otites séromuqueuses et les otites moyennes chroniques, qui sont chacune dans sa bulle, et on nous a enseigné, on a grandi avec ça, je vous le disais tout à l'heure, que chacune avait une entité particulière, voire unique, voire complètement séparée. Ceci est absolument faux, et je vais vous montrer pourquoi. D'abord, ils ont un point commun, les trois. Elles sont toutes des otites, et donc il y a tout un substratum anatomique inflammatoire qui est l'exudat. Voilà un point commun. Deuxièmement, si vous prenez les otites moyennes aiguës et les otites séromuqueuses, nous avons été élevés à la définition de l'otite séromuqueuse, qui est une otite chronique à tympan fermé, abactérienne ou non microbienne. C'est absolument faux. Voilà un point commun, on va le développer. Et enfin, quelle est la relation entre une otite séromuqueuse et un cholestéatome ou une poche de rétraction? Eh bien, c'est la dépression, c'est-à-dire la baisse de pression. On va voir le mécanisme, pourquoi il y a une baisse de pression dans la caisse du tympan, qui va générer une poche de rétraction, voire un cholestéatome. Et enfin, on boucle la boucle, eh bien, les otites moyennes chroniques peuvent avoir des épisodes de surinfection, ce qu'on appelle des réchauffements, comme toutes les infections chroniques que vous connaissez. Et donc, vous voyez qu'elles sont vraiment en relation l'une avec l'autre. Mieux que ça, l'une est précurseur de l'autre. C'est-à-dire que l'on va passer de l'otite moyenne à l'otite séromuqueuse à l'otite moyenne chronique. Et si vous rajoutez sur ça les facteurs de risque, vous allez avoir toute la complexité qu'on va essayer de débroussailler. Alors, première étape, quelle est la relation entre otite moyenne aiguë et otite séromuqueuse? Regardez, avant 2000, on disait l'otite moyenne aiguë, les germes principaux, c'est le streptocoque pneumoniae et l'hémophilus influenzae. Et puis après, sur de très grosses cohortes, regardez, 2800, 4500 oreilles, prélèvement bactérien. Si vous prenez l'otite moyenne aiguë, eh bien, vous allez avoir pas de croissance dans 16% sur les cultures, mais vous allez avoir le trio streptocoque pneumoniae, hémophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, le Branamella. Le Moraxella est bêta-lactamase naturelle. L'hémophilus est influenzae 20% bêta-lactamase et le streptocoque pneumoniae a une sensibilité diminuée. Pensez-y, on va le revoir tout à l'heure dans le traitement. Les autres, peu importe. Et on va aller sur l'otite séromuqueuse, otitis media with effusion, c'est-à-dire l'épanchement. Et bien, qu'est-ce qui se passe? On a exactement le même trio, la même répartition. Donc, première controverse, l'otite séromuqueuse n'est pas une otite amicrobienne, c'est une otite qui a la même flore microbienne. Alors, comment évolue une otite moyenne aiguë? Une otite, elle va évoluer dans 70%, dans beaucoup de cas, sur une évolution spontanée favorable. C'est de l'hémophilus influenzae, du pneumocoque,
traitement amoxicilline ou amoxicilline protégée, et en général, tout rentre dans l'ordre. Mais il faut les suivre, et on va voir pourquoi. Mais parfois, il y a un échec du traitement médical, il y a des facteurs favorisants, il y a des complications. Sachant que les complications, il y a 30 ans, à l'hôpital, on avait une mastoïdite par semaine, on avait des paralysies faciales, des méningites, on n'en voit plus. Rassurez-vous, pourquoi? Parce qu'il y a une excellente médicalisation omnipraticienne, une excellente médicalisation pédiatrique, une sensibilisation au traitement des otites. Donc on voit beaucoup moins de complications, sauf dans les facteurs, chez les personnes qui ont des problèmes de prédisposition ou d'immunodéficience. Et voilà le maître mot qui va nous permettre de comprendre pourquoi on passe d'une otite moyenne aiguë à une otite séromuqueuse, et bien quand elles deviennent récidivantes. Et donc, de l'otite à la moyenne aiguë à l'otite séromuqueuse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsqu'elle devient récidivante, c'est qu'il s'est installé quelque chose au niveau de l'oreille moyenne, et particulièrement au niveau de la trompe d'Eustache, mais aussi au niveau de la caisse du tympan, avec une atteinte inflammatoire importante. Et ce qui va venir compliquer les choses, c'est cet épanchement post-étitique. Quand vous avez une otite moyenne aiguë, on va voir quelques images tout à l'heure, avec du pus, vous donnez le meilleur antibiotique, même le plus fort, ceftriaxone, céphalo 3e génération, eh bien l'enfant va guérir, ou l'adulte va guérir. Mais si vous regardez le tympan 15 jours ou 3 semaines après, il y aura toujours un épanchement. C'est l'épanchement résiduel. Alors c'est quoi? C'est encore de l'otite? C'est de l'otite séromuqueuse? Non, c'est un épanchement résiduel qui va prendre du temps, parfois 4 semaines, 5 semaines, pour partir avec une durée moyenne de 40 jours. Mais si cet épanchement récidive, si cet épanchement reprend de l'infection et reprend de l'infection et de l'inflammation, là on rentre dans la chronicité. Et donc vous voyez que l'otite séromuqueuse n'est pas un processus inflammatoire stérile, il y a des bactéries actives, on le sait, on a fait des PCR, d'ADN, d'ARN spécifiques, positifs dans 80%, et c'est les mêmes pneumocoques, Moraxella cataralis et le Branamella et l'Haemophilus influenzae. Sur cela s'est rajouté une nouveauté qui, je pense que vous en avez pris connaissance, qui est l'apparition des biofilms. Alors c'est quoi ce biofilm? Ça peut apparaître sur un corps étranger, où on en souffre beaucoup dans les aérateurs ou dans les implants cochléaires. 1 sur 200 ou 300 peut faire une infection. Et c'est un amas de bactéries qui sont pratiquement capturées dans une matrice polysaccharidique et qui deviennent résistants à tout. Mais vraiment à tout. Pour vous dire, si vous voulez arriver à bout d'un biofilm, il faut 1000 fois la CMI, la concentration minimale inhibitrice d'un antibiotique pour tuer une bactérie qui est dans le biofilm. Et donc ce biofilm va venir aggraver les récidives. Et ce biofilm, on le trouve aussi au niveau de l'oreille moyenne. Et ça a été démontré en 2006 sur des biopsies et sur des prélèvements au niveau de l'oreille moyenne, où on trouve des biofilms qui rendent absolument inextricable le traitement de ces otites récidivantes. Alors, quels sont les autres facteurs récidivants? Les autres facteurs de récidive de ces otites moyennes aiguës qui vont s'installer dans les séromuqueuses? Eh bien, quelle est la place du reflux? Eh bien, la place du reflux gastro-œsophagien, notamment chez le nourrisson, chez l'enfant et même chez les adultes, c'est que le reflux peut être tellement important qu'on retrouve de la pepsine, du pepsinogène, c'est-à-dire du liquide gastrique dans l'oreille moyenne. Et ça, c'est une étude de 2002. Moi, j'avais participé à une étude en 87 avec Narcy, où on a fait des prélèvements d'oreilles. On a trouvé du lait de tété des enfants qui remontait par le reflux, puis par la trompe d'Eustache et qui allait infecter l'oreille moyenne. Donc, il faut penser au reflux devant la récidive. C'est un facteur causal très probable de l'otite récidivante. Est-ce que l'allergie a un rôle dans la genèse des otites moyennes récidivantes, pas des aiguës, des récidivantes, voire des chroniques? Oui, certainement, par l'inflammation de la trompe d'Eustache, et je vais vous le démontrer en endoscopie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un dysfonctionnement tubaire. Cela va entraîner, on va aller voir toutes les causes extrinsèques du dysfonctionnement tubaire et même intrinsèques. Cela va entraîner une otite moyenne aiguë. On est dans l'aigu. Si tout va bien,
il va faire son résidu post-otitique, et puis on n'en parle plus. Mais s'il y a un biofilm, ça c'est la catastrophe, et s'il y a une récidive, eh bien là on va rentrer dans le cercle vicieux des endotoxines bactériennes, de la dépression tympanique, jusqu'à arriver à des sécrétions muqueuses, on appelle ça de la glu, c'est vraiment de la colle dans les otites séromuqueuses, qui va nous donner de l'otite séromuqueuse. Vous voyez donc le cheminement cartésien démontrer et vérifier que l'otite moyenne aiguë est en relation avec l'otite séromuqueuse, puisque lorsqu'elle est récidivante, elle en devient ainsi. Naturellement, on va passer d'une otite moyenne aiguë vers une otite séromuqueuse. Les premiers épisodes, en général, guérissent assez rapidement et fréquemment, plus de 95%. Et ce n'est que lorsqu'on a des otites séromuqueuses persistantes que là, on va rentrer dans la chronicité et on va voir quelles sont les pathologies de cette chronicité, puisqu'on parle des otites, donc on doit parler des otites aiguës, des séromuqueuses et des chroniques. Rassurez-vous, si on part d'une otite récidivante, eh bien, il n'y a que 5% qui vont aller vers une otite chronique. Je ne vous ferai pas l'offense de vous parler de l'autoscopie, de la clinique, de manière académique, tout cela, vous le savez, par rapport aux nourrissons, aux enfants, aux grands enfants et aux adultes. Ce qui est important, c'est de faire le diagnostic. Que traiter? Qu'est-ce qu'on va traiter? Est-ce qu'on est en train de traiter une otite aiguë, une séromuqueuse ou une chronique? Qui traiter? Quelle est la personne, l'enfant ou l'adulte qui est devant nous? Et quand faut-il traiter? Eh bien, pour cela, il faut faire un diagnostic. Et c'est là où le problème se pose, dans la pathologie otitique, dans la pathologie de l'oreille moyenne, c'est qu'il faut faire un diagnostic, c'est-à-dire du visuel. Il faut voir ce tympan. Si on ne voit pas le tympan, on ne peut pas faire de diagnostic positif ou de diagnostic différentiel ou de diagnostic étiologique. Donc il faut du matériel, il faut de la lumière, du visuel. Et le matériel, il faut un minimum. Hein. Vous n'avez pas besoin d'un matériel de cabinet spécialisé. Il faut une lumière, un miroir de Clark, halogène ou normal. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un otoscope ou un microscope. Le plus important, c'est de visualiser le tympan. Si on ne visualise pas le tympan, on n'a pas de diagnostic et on n'a pas d'arbre décisionnel. Si vous avez des enfants, il faut bien les tenir pour bien les examiner. On va passer rapidement. Et si vous avez cet examen-là, vous ne pouvez absolument pas poser de diagnostic. Si vous avez un conduit qui est plein de cérumen, si vous avez un conduit avec du pus, on ne peut pas poser, personne ne peut poser de diagnostic, même sur une clinique. Donc il faut absolument une mise en état du conduit auditif externe pour pouvoir examiner un tympan et dire voici un tympan normal, membrane tympanique claire, le triangle lumineux, le manche du marteau, ou voici un tympan purulent, bonbon, qui va commencer ici à sortir une pustule qui va éclater et qui va donner une otorrhée, ou alors une otorrhée généralisée de tout le conduit, et il va falloir l'aspirer et le nettoyer. Donc on ne peut pas faire de diagnostic si on ne visualise pas le tympan. C'est une étape et une condition sine qua non pour arriver au traitement de l'otite moyenne aiguë. Alors, vous allez me dire, ça y est, on a fini? Non, on parle du traitement de l'otite moyenne aiguë, et ensuite on verra les autres, les séromuqueuses et les chroniques. Alors, quel antibiotique pour quelle otite moyenne aiguë? C'est un référentiel, c'est un arbre décisionnel sur l'evidence-based medicine et qui va différencier deux âges. Plus de 2 ans, donc 2 ans et plus jusqu'à l'âge adulte, et moins de 2 ans. Si on a plus de 2 ans et qu'il y a peu de facteurs de risque, c'est quoi les facteurs de risque? Ce sont les enfants ou les adultes qui n'ont pas eu d'automédication, qui n'ont pas fait des antibiothérapies multiples, où le tableau clinique n'est pas bruyant. Eh bien, vous avez le choix. Tout peut marcher, de l'amoxicilline protégée, les céphalosporines de première, de deuxième, de troisième génération. On n'avait pas besoin d'aller jusqu'aux injectables. Ça, c'est l'arbre décisionnel universel, consensuel. Si par contre on a des facteurs de risque, c'est quoi le facteur de risque? C'est moins de 2 ans. Je ne sais pas si vous en voyez beaucoup, certainement, dans l'urgence. S'il y a un risque de pneumocoque à sensibilité diminuée, à ce moment-là, on a moins de choix. Ce n'est que les amoxicillines protégées. Maintenant, on a en plus une belle amoxicilline protégée avec un autre principe actif. Céphalosporine deuxième, troisième génération.
Et parfois, on passe à la ceftriaxone injectable dans les cas sévères chez les enfants en bas âge. Et enfin, il y a un diagnostic que vous devez absolument connaître. Si vous avez une otite avec un syndrome conjonctivite, vous pouvez être sûr que c'est de l'hémophilus influenzae, sachant que l'hémophilus influenzae est bêta-lactamase, et donc là, il faut protéger vos amoxicillines. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question, puisqu'on sait maintenant qu'il y a un continuum entre l'otite moyenne aiguë et l'otite séromuqueuse, et puis l'otite chronique, est-ce qu'on peut prévenir le passage à la chronicité? Bien sûr, mais il faut savoir qu'il y a des cas où ce n'est pas possible. Et on va voir pourquoi. Eh bien, d'abord, une bonne prise en charge des otites moyenne aiguë, on vient d'en parler, c'est entériné. Une antibiothérapie adaptée, vous avez l'arbre décisionnel en fonction des facteurs de risque, de l'âge et des facteurs environnants. Est-ce que l'indication de la parasynthèse est bonne? Oubliez-la. La parasynthèse n'a aucun but d'étude bactériologique, sauf si on l'a fait dans des conditions draconiennes d'asepsie, de bloc opératoire, parce qu'elle est toujours souillée. La parasynthèse n'a d'intérêt que soulager le tympan, et notamment l'hyperalgie et la fièvre. Et enfin, on peut prévenir le passage avec la prise en charge des échecs, la réévaluation du tympan en guérison. Je vous ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas le résidu post-infectieux. Y a-t-il un intérêt à la vaccination? Eh bien, on a de plus en plus tendance à vacciner contre le pneumocoque conjugué, mais il y a des problèmes, le problème des remplacements bactériens, la variabilité épidémiologique et du profil bactériologique dans les régions et dans les pays, et même dans le pays même. Je vous parlais de cette terreur qui est le biofilm. Y a-t-il un traitement au biofilm? Ce sont des produits qu'on utilise très très peu, de maniements vraiment très compliqués, qui n'ont pas encore fait leur preuve. Et le traitement actuellement, c'est l'antibiothérapie à long terme, faible dose des amoxicillines ou des macrolides pour les germes intracellulaires, comme les azalides ou les clarithromycines. Bien sûr, on ne peut plus parler de traitement antibiotique sans parler de probiotiques. On ne peut plus parler de traitement sans parler de l'équilibre de l'écologie bactérienne. On peut en faire tout un congrès. Et c'est une indication, c'est une pratique intéressante et courante qu'il faut encourager à mon sens, mais en ayant une bonne connaissance du problème du probiotique. Et enfin, il faut prévenir toutes les autres causes. On va y revenir sur une persistance d'otite séromuqueuse. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un reflux? On le traite. De l'allergie, on va voir pourquoi, de la pathologie générale, la dépression immunitaire, les dyskinésies ciliaires, la carence martiale, la supplémentation vitaminique, tout cela doit être pris en compte dans les récidivantes. On a parlé de cela. Et chercher pourquoi est-ce qu'il y a une récidive, pourquoi on est dans une otite séromuqueuse qui continue à s'infecter. Voilà un tympan qui a une particularité: le jour où vous voyez des sécrétions avec des bulles d'air, ce n'est pas une otite moyenne aiguë, c'est une otite séromuqueuse. Ce n'est pas un épanchement résiduel, il n'y a pas de bulles d'air dans l'épanchement. C'est une véritable otite séromuqueuse. Si vous voyez un tympan qui commence à perdre sa texture et qui commence à s'affaisser, eh bien là on est dans l'otite séromuqueuse, dans la poche de rétraction, dans l'état pré-cholestéatomateux, jusqu'à aller au cholestéatome. Et vous voyez qu'on a fait le tour, on a le fil conducteur entre une otite moyenne aiguë, qui va à la récidive atrophier le tympan, qui va devenir une poche de rétraction. Alors la poche de rétraction, c'est un état limite, borderline, entre l'otite séromuqueuse et le cholestéatome. C'est toute une pathologie, on peut en faire tout un congrès. Donc voici encore un exemple: otite moyenne aiguë, suppurée, bombée, non perforée, perforée, otite séromuqueuse. Vous voyez les bulles d'air dans l'otite séromuqueuse, poche de rétraction. Elle commence à liser la chaîne ossiculaire, elle a lisé la chaîne ossiculaire, et on est dans le cholestéatome, et on a bouclé la boucle. Alors pourquoi tout cela? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette trempe de stage, dans cette
trompe de l'oreille moyenne, eh bien, il y a un dysfonctionnement ou une obstruction. Qu'est-ce qui peut donner ce dysfonctionnement tubaire? Et je vais vous montrer quelques exemples vraiment intéressants et innovants sur le dysfonctionnement de cette valve qui est entre la mastoïde et l'oreille moyenne et le rhinopharynx qui est très fine, hein, c'est 4 mm de diamètre, hein, qui va s'obstruer très rapidement. Alors voici une vidéo endoscopique d'une trompe de Stache. On vous parle tout le temps de la trompe de Stache, de l'orifice tubaire. Eh bien, vous avez ici le bourrelet et l'orifice de la trompe de Stache qui s'ouvre et qui se ferme au gré de la déglutition, au gré des changements de pression. Quand vous êtes dans l'avion, eh bien, quand vous avez mal, eh bien, sachez que c'est votre trompe de Stache qui est collabée et qui se ferme et qui arrête d'aérer et de drainer le tympan. Ça, c'est une trompe de Stache normale. Alors maintenant, on va prendre une rhinite allergique, par exemple. Regardez, vous avez des polypes, même dans l'orifice tubaire, même dans la fossette de Rosenmüller. Et ça vous donne une idée de l'intrication d'une rhinite allergique chronique, vraiment polypoïde ou pré-polypoïde, de ce qu'elle peut donner sur une oreille moyenne. Si vous allez chez les enfants qui ont des reflux ou une hypertrophie des végétations, voici les végétations, et vous ne voyez plus la trompe de Stache, parce qu'elle est complètement obstruée par les végétations adénoïdes. Voici une des causes. Vous avez ici une hypertrophie amygdalienne, une hypertrophie adénoïdienne. Voici un autre enfant avec une otite moyenne aiguë et otite séromuqueuse récidivante. Ou alors, vous avez des atrophies tympaniques qui vont s'installer. C'est quoi l'atrophie tympanique? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce tympan qui a été sollicité par des infections, par les endoxines, par du biofilm, éventuellement, et qui va perdre son architecture. Vous savez, l'architecture du tympan, c'est 3 couches. Une couche muqueuse, une couche fibreuse et une couche épidermique. Eh bien, cette couche fibreuse qui est l'armature du tympan va disparaître et nous donner une poche de rétraction. Je passerai sur les détails des poches de rétraction pour vous dire c'est quoi une poche de rétraction. C'est le déplacement interne de la membrane tympanique qui va venir progressivement se coller sur la chaîne ossiculaire jusqu'à la détruire entièrement. Vous avez le marteau, l'enclume et l'étrier qui progressivement vont être détruits. Voici un tympan normal. Vous voyez l'architecture, l'aération, le marteau, l'enclume. On voit à la verticale l'étrier. Et voici une poche de rétraction qui commence. La peau est sur la branche descendante de l'enclume. Ici, elle commence à liser la branche descendante de l'enclume. Là, elle a lisé, on ne voit plus que l'étrier. Et ensuite, pour moi, ce n'est plus une poche de rétraction, c'est un état pré-cholestéatomateux. Et vous voyez ici, donc, ce cheminement d'un tympan normal vers une otite moyenne aiguë, vers une otite séromuqueuse, et ensuite vers les problèmes. Alors, comment prévenir le cholestéatome? Eh bien, il faut traiter l'otite séromuqueuse. Comment traiter l'otite séromuqueuse? C'est traiter le dysfonctionnement de la trompe de Stache. Traitement pharmacologique, corticothérapie, antihistaminique, corticothérapie locale, parfois générale. Jamais d'anti-inflammatoire non stéroïdien, parce que non seulement ils n'ont aucune action sur l'infection, mais en plus ils fixent les pepsides et les endotoxines. Comment traiter l'otite séromuqueuse? Traitement médical, rappelez-vous, ce n'est pas une maladie amicrobienne, c'est une otite microbienne. Donc c'est une grande discussion, c'est une grande polémique de ceux qui veulent mettre des antibiotiques ou pas. Personnellement, j'en mets parce qu'on a vérifié, parce qu'il y a des bactéries, et on a même des bactéries qui sont résistantes. Lorsqu'on a traité 2 fois, 3 fois une otite séromuqueuse, on place des aérateurs transtympaniques pour améliorer l'aération. Si on arrive à l'atrophie tympanique, c'est-à-dire au début de la poche de rétraction, il faut surveiller, éventuellement mettre des aérateurs. Et quand on est dans la poche de rétraction avérée, il n'y a plus de surveillance. Hein. Surveillance armée, ça veut dire chirurgie de renforcement. Et enfin, si on veut éviter tout cet enchaînement-là, eh bien, il faut traiter rigoureusement et sérieusement
les otites moyennes aiguës. Donc pour conclure, je pense que je suis dans les temps, il me reste 5 minutes. L'otite moyenne aiguë et l'otite séromuqueuse sont des pathologies associées. C'est une agression inflammatoire, mais aussi bactérienne, ne l'oubliez pas. Infectieuse initiale et ensuite infectieuse. Ensuite, le microbiome, la flore bactérienne de l'oreille moyenne est encore mal définie. Vous avez vu l'introduction de cette histoire de biofilm. Et l'épidémiologie va se modifier. Vous avez des régions où sont très médicalisées, fortement antibiothérapées. Eh bien, vous allez forcément avoir une pression de sélection sur le streptocoque pneumoniae et une sensibilité diminuée aux amoxicillines. Donc, il faut y penser et passer aux amoxicillines protégées. Et donc, adapter, et rappelez-vous ce tableau, cet algorithme décisionnel du traitement des otites moyennes aiguës, pour l'adapter en fonction de l'âge et des facteurs de risque. On le sait, l'antibiothérapie seule n'élimine pas le risque d'évolution vers l'otite séromuqueuse post-otitique. Il faut l'antibiothérapie et tout le reste. Traiter l'allergie, traiter les végétations, traiter le reflux, l'anémie, la carence vitaminique, etc. Donc c'est un tout qu'il faut prendre en charge. Tout cela doit être fait selon les recommandations, comme on l'a dit, d'evidence-based medicine, c'est-à-dire tout doit être référencé, vous avez tous les articles, toutes les données, toutes les nouveautés doivent être référencées, vérifiées et corrélées. N'oubliez pas les nouvelles thérapeutiques. Hein. Vous voyez que le biofilm est devenu une hantise dans notre pratique quotidienne. Et enfin, puisqu'on est dans la médecine de famille, dans la médecine préventive, généraliser les vaccins, on est vraiment dans le vif du sujet actuellement dans la vaccination. Rechercher les facteurs de risque. Parfois, on a des facteurs de risque génétiques ou des facteurs de risque anatomiques ou des facteurs de risque malformatifs. Les fentes labio-alvéolo-palatines font tous des otites séromuqueuses. Il faut le savoir, il faut les rechercher et penser à la médecine alternative. Je ne sais pas si on peut en parler. Et surtout, s'il y a un message, c'est la visualisation du tympan. On ne peut pas faire tout seul qu'on a dit, parler des otites, si on ne voit pas le tympan, si on ne visualise pas le tympan, et si on ne le contrôle pas, et si on ne met pas en condition le conduit auditif externe, pour pouvoir surveiller jusqu'à la résolution complète de l'otite séromuqueuse. Et je termine en remerciant encore une fois Forska et tout le staff et de votre participation et votre présence. Je vous remercie.